Un vase brisé, un symbole mystérieux, et un meurtre que personne n'a vu venir. Bienvenue dans Vérités obscures, je suis votre hôte Léon. Continuons à développer cette incroyable communauté. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous m'écoutez. J'ai hâte d'avoir de vos nouvelles. Vos pensées donnent toujours vie à l'histoire. Maintenant, commençons. La ville était enveloppée d'un épais brouillard, les réverbères projetant des halos de lumière jaune qui perçaient à peine l'épaisse brume qui s'insinuait dans les ruelles étroites de Whitechapel, comme dans les avenues majestueuses de Mayfair. C'était une nuit propice au secret, où les ombres dansaient à perte de vue et où les mystères naissaient. Au 221B Baker Street, le fouillis familier de livres, d'appareils de chimie et de partitions de violon reposait tranquillement, tandis que le docteur John H. Watson était confortablement assis près du feu, sa plume posée sur une feuille de papier fraîche. En face de lui, Sherlock Holmes se prélassait, l'air impatient, son regard perçant reflétant les flammes vacillantes. Le violon reposait à ses côtés, momentanément oublié. La sonnette retentit brusquement, rompant le silence. Madame Hudson entra peu après, faisant entrer un homme grand et élégant dont la tenue trahissait richesse et influence. Un gentleman issu de la haute société londonienne, les traits crispés par l'inquiétude sous sa moustache soigneusement taillée. « Monsieur Holmes, docteur Watson » commença-t-il d'une voix basse et tendue, « je suis Lord Pembroke. Je viens avec une affaire des plus particulières et des plus urgentes. » Holmes inclina la tête, les doigts croisés. « Asseyez-vous, Lord Pembroke. Dites-nous ce qui vous arrive. » Le visiteur s'assit et sortit d'un élégant étui en cuir un délicat vase en porcelaine, à la surface lisse et blanche, ornée de gravures bleues complexes. Le travail était exquis, mais ce qui attirait l'attention de Holmes n'était pas seulement le talent artistique. « Ce vase, expliqua Lord Pembroke, m'a été confié par mon défunt oncle, un collectionneur passionné d'objets rares. Hier soir, lors d'une exposition privée dans ma propriété, le vase a été retrouvé brisé dans la galerie, ses fragments éparpillés comme par une main violente. Pourtant, personne n'avoue l'avoir touché. Le plus déconcertant est que, quelques instants avant que le vase ne soit brisé, un message codé, faiblement gravé dans la porcelaine, a été découvert. Mon oncle était connu pour ses codes secrets, mais celui-ci défie toute tentative de décryptage. Holmes prit les fragments brisés avec une délicatesse extrême, le regard perçant tandis qu'il les tournait dans ses mains. « Un code gravé dans la porcelaine, dites-vous. Fascinant. » Watson remarqua l'étincelle d'excitation dans les yeux de Holmes, une lumière qui brillait toujours le plus fort lorsqu'il était confronté à une énigme qui dépassait de loin la compréhension conventionnelle. « Mais pourquoi m'apporter ça, Lord Pembroke? Sûrement Scotland Yard. »« Ils n'ont aucune piste, monsieur Holmes, » interrompit le lord, la voix crispée par la frustration. L'inspecteur chargé de l'affaire est déconcerté et a tendance à considérer l'incident comme un simple accident ou un acte de vandalisme, mais je crains qu'il y ait plus sous la surface, quelque chose de calculé, de dissimulé. S'il s'agit d'un code laissé par mon oncle, il pourrait contenir la clé de sa mort, jugée naturelle mais qui paraît désormais suspecte. Holmes déposa soigneusement la porcelaine sur la table, ses doigts traçant les lignes bleues pâles. En effet, un code en porcelaine n'est pas une mince affaire. Il y a une intelligence derrière cet acte et je vais m'efforcer de la démêler. Il se tourna vers Watson, un rare sourire aux lèvres. « Mais d'abord, mon cher Watson, observe. » Holmes se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre, où le brouillard tourbillonnait. Il marqua une pause, puis pointa un doigt fin vers une petite tache de crasse apparemment anodine sur la vitre. « Remarquez l'accumulation de suie ici. Sa forme suggère que quelqu'un s'est appuyé régulièrement contre cette vitre. Un indice, peut-être, d'un observateur guettant un moment précis. » Watson fronça les sourcils. « Un observateur, devant ta fenêtre, ou quelqu'un dans la maison feignant l'ignorance. Des schémas, Watson. Le plus petit détail peut révéler les plus grands mystères. » Lord Pembroke échangea un regard avec Watson. Une question silencieuse persistant entre eux. Holmes reporta son regard sur le vase.
Nous allons visiter votre propriété immédiatement. Il y a beaucoup à examiner, et je suis certain que le code gravé dans la porcelaine révélera plus qu'une simple énigme. Il révélera un secret que quelqu'un tient absolument à protéger. Dehors, le brouillard s'épaississait, engloutissant la ville entière. Au 221B Baker Street, le match battait son plein. Le lendemain de la visite de Lord Pembroke, une bruine balaya les rues brumeuses de Londres, une brume qui semblait s'accrocher à l'âme même de la ville. Holmes et moi nous sommes mis en route promptement, le taxi nous emmenant à toute vitesse, à travers les avenues animées et les ruelles pavées jusqu'au domaine de Pembroke, un majestueux manoir géorgien niché au calme dans le quartier huppé de Kensington. Tout au long du voyage, Holmes resta étrangement silencieux, son regard perçant scrutant chaque détail par la fenêtre du wagon, comme s'il assemblait les pièces invisibles d'un puzzle que personne d'autre n'avait remarqué. Moi, en revanche, je réfléchissais aux circonstances curieuses du vase brisé et aux messages codés qu'il contenait supposément. Un tel objet n'était pas un bibelot ordinaire, et l'idée qu'il puisse être lié à la mort de l'oncle de Lord Pembroke donnait à l'affaire un poids sinistre. À notre arrivée, nous fûmes accueillis par le seigneur en personne, qui nous conduisit à travers les couloirs au sol de marbre jusqu'à la galerie où l'incident s'était produit. La grande salle était bordée de vitrines remplies de porcelaine et autres antiquités raffinées, chaque pièce soigneusement cataloguée et illuminée par la douce lumière matinale filtrant à travers d'épais rideaux de velours. Au centre de la galerie, une table basse portait les restes brisés du vase. Ces fragments de porcelaine étaient disposés sur un tissu de velours, les gravures bleues encore visibles au milieu des cassures et des éclats. Holmes s'accroupit près des fragments, les yeux plissés. « Votre oncle était un homme de goût. Que raffiné, observa-t-il. Mais un collectionneur qui choisit de coder des messages dans ces porcelaines laisse supposer un esprit imprégné de secrets. » Lord Pembroke hocha gravement la tête. Il était toujours prudent, paranoïaque, disaient certains. Mais je crois qu'il cachait quelque chose de précieux, peut-être des informations que quelqu'un voulait posséder ou dissimuler. En regardant Holmes examiner les pièces, je me suis souvenu de la remarque du détective concernant la suie sur la vitre de Baker Street. Une telle attention portée à des détails apparemment insignifiants le distinguait même des inspecteurs, les plus méticuleux. Mais qu'est-ce que cela pouvait bien signifier dans cette affaire? Holmes se leva et se tourna vers moi. « Watson, viens avec moi. Il y a d'autres détails qui méritent notre attention. » Nous le suivîmes hors de la galerie et dans le bureau attenant. Une pièce lambrissée bordée d'étagères chargées de volumes reliés de cuir et de manuscrits anciens. Là, le regard de Holmes se fixa sur un petit bureau dont la surface était encombrée de papier et d'un encrier en laiton. « Puis-je » demanda-t-il en s'approchant du bureau. Sans attendre la permission, il souleva délicatement une feuille pliée sous une pile de courrier. Le papier était jauni par le temps, l'encre était passée mais lisible. « Des lettres » demandai-je. Holmes hocha la tête. « Correspondance entre votre oncle et plusieurs personnes, dont certaines portent des noms liés à des entreprises politiques et commerciales à travers l'Europe. » Notez la précision de son langage. Il y a toujours un sentiment d'urgence. Lord Pembroke regarda par-dessus l'épaule de Holmes en fronçant les sourcils. Oui, mon oncle était impliqué dans les cercles diplomatiques, mais rien de clandestin. Du moins, rien dont j'étais au courant. Holmes ouvrit la lettre d'un geste brusque et la présenta à la lumière. C'est là que réside l'intérêt. Il désigna un passage chiffré, une série de symboles étranges entrecoupés d'écritures classiques. Un message crypté intégré dans une lettre, associé à un code gravé dans la porcelaine. Ce n'est pas une simple excentricité de collectionneur, c'est délibéré. Le poids de l'observation de Holmes flottait dans l'air, ponctué seulement par le tic-tac d'une lourde horloge de grand-père dans le coin. Je dois avouer qu'a admis Lord Pembroke que malgré plusieurs tentatives, même les cryptographes les plus compétents n'ont pas réussi à déchiffrer le sens du chiffre. Les yeux de Holmes brillèrent.
Nous allons tenter le coup nous-mêmes, mais je suis convaincu que le chiffre et le vase brisé sont les deux moitiés d'un même tout. Ce qui m'intrigue, c'est le motif de la destruction de la porcelaine. Si c'était pour dissimuler le message, la lettre elle-même suffirait sûrement. En effet, murmura Lord Pembroke, à moins que le vase ne contienne une clé, quelque chose de physique, ou un message secondaire caché sous la surface. Holmes arpentait la pièce, les doigts tapotant rythmiquement son menton. Imaginons que le code de porcelaine n'était pas destiné à être lu par des observateurs occasionnels. Il pourrait nécessiter une clé provenant d'un autre artefact, ou des connaissances perdues pour ceux qui ne connaissent pas les méthodes de votre oncle. J'observais son esprit à l'œuvre, ses calculs et associations rapides qui échappaient à l'homme moyen. Holmes était tel un maître d'échecs, préparant ses coups plusieurs coups à l'avance, tandis que moi, son fidèle compagnon, je me contentais de relater son génie. Soudain, Holmes s'arrêta et retourna à grands pas vers la galerie. « Une question subsiste, Lord Pembroke. Qui a eu accès à cette pièce pendant les heures qui ont précédé la destruction du vase ?»« Seulement quelques privilégiés, » répondit le seigneur. « Mon personnel de maison, le conservateur et quelques amis proches invités à visiter la collection ce soir-là. »« C'est un détail important, » murmura Holmes. « L'un de ces individus a-t-il montré un comportement inhabituel depuis ?» Le seigneur hésita. Le conservateur, M. Alcott, s'est montré particulièrement réticent et évasif. Il prétend avoir été ailleurs à ce moment-là, mais on murmure qu'il en veut à la famille. Holmes plissa les yeux. Le ressentiment est un terreau fertile pour les méfaits, mais il est trop tôt pour juger. Nous devons interroger toutes les parties en profondeur. Holmes se tourna vers moi, la voix douce mais assurée. « Watson, la partie est vraiment en cours. Mais avant de poursuivre, j'ai fait une observation sans rapport avec l'affaire à Baker Street qui pourrait être pertinente. Il s'agit d'un détail insignifiant mais révélateur sur la vitre de Lord Pembroke. J'ai avoué ma curiosité. Le motif de suie, ça me semblait insignifiant. » Holmes sourit faiblement. « Au contraire, c'est tout sauf anodin. L'accumulation témoigne d'un contact régulier avec un point de pression constant, probablement une personne accoudée, attendant quelque chose ou quelqu'un. Cela suggère une surveillance ou un signal attendu. C'est peut-être la clé pour comprendre qui souhaitait communiquer via la porcelaine. J'ai jeté un coup d'œil vers la fenêtre où la lumière du matin éclairait maintenant la vitre, et pour la première fois j'ai compris le don de Holmes, la capacité d'extraire des récits à partir d'indices silencieux et statiques. Holmes remit soigneusement les fragments de porcelaine dans leur étui, puis se tourna vers la cheminée pour se réchauffer les mains. Notre première étape sera de déchiffrer le code contenu dans la lettre. J'appliquerai mes connaissances en cryptographie, mais si nous échouons, nous devrons approfondir les histoires personnelles et les motivations de ceux qui y ont eu accès. Lord Pembroke hocha la tête, un espoir anxieux illuminant ses yeux. « Je vous confie ceci, monsieur Holmes. L'héritage de mon oncle, et peut-être la justice, en dépend. » Holmes inclina la tête. « Alors, nous commençons. Immédiatement. » Alors que nous nous apprêtions à partir, Holmes me tendit un bout de papier avec un mot. « Examinez ceci attentivement, Watson. Il contient un détail que je n'ai pas mentionné sur le moment, mais qui pourrait s'avérer crucial. » Je pris le papier et le dépliai soigneusement. Il portait une série cryptique de chiffres et de lettres, griffonnés à la hâte mais délibérément, 17, 3, 9, 27. Oh, je fronçai les sourcils. « Est-ce que ça fait partie du code ?» Holmes sourit faiblement. « C'est un indice dans un indice, Watson. Une pièce du puzzle conçue pour dérouter l'œil non averti. » Notre départ du domaine fut marqué par un silence pesant. Le brouillard implacable et toujours plus envahissant était revenu en force, comme pour dissimuler les secrets cachés entre les murs de Lord Pembroke. De retour à Baker Street, je me mis à retranscrire nos observations, tandis que Holmes se retirait à son nécessaire de chimie et à ses livres de chiffrement. Au fil des heures,
Le mystère s'épaississait au lieu de se résoudre. Le vase en porcelaine, si délicat et si délibérément brisé, était une métaphore de l'affaire elle-même, fracturée, obscure, mais contenant en ses éclats une vérité qui n'attendait qu'à être découverte. Ce soir-là, en m'installant dans mon lit, je ne pouvais m'empêcher de penser que nous n'avions fait qu'entrevoir la surface d'une intrigue bien plus vaste. Holmes, toujours aussi énigmatique, était assis dans son fauteuil près du feu, les doigts croisés, les yeux brillants du frisson de la chasse. « Watson, dit-il doucement, dans chaque énigme, le plus petit détail peut révéler toute la vérité. Restons vigilants, car la pièce suivante pourrait surgir de l'endroit le plus inattendu. » Alors que le sommeil me gagnait enfin, je me suis retrouvé à m'interroger non seulement sur le code gravé dans la porcelaine, mais aussi sur l'homme qui l'avait caché et sur ceux qui tueraient pour garder son secret. Le lendemain matin, Holmes et moi sommes retournés au domaine de Pembroke, accompagnés cette fois de l'inspecteur Lestrade de Scotland Yard, un homme robuste et expérimenté, mais parfois enclin à ignorer les observations plus subtiles. Son arrivée était attendue, car Lord Pembroke avait officiellement sollicité l'intervention de la police, même s'il était clair que la présence de Holmes avait déjà provoqué une curieuse agitation dans la maison. Notre première tâche fut d'examiner à nouveau la scène du crime, cette fois avec plus d'attention. La galerie où le vase de porcelaine avait trouvé la mort prématurément restait interdite d'accès, bien que le Seigneur nous en ait aimablement autorisé l'accès sans restriction. Holmes retira aussitôt ses gants et s'accroupit près des fragments, son regard perçant scrutant chaque éclat, chaque courbe et chaque ligne gravée en bleu cobalt. Lestrade, debout à distance respectueuse, semblait impatient d'entendre l'avis de Holmes. « Je dois admettre, monsieur Holmes, que c'est une affaire étrange. Un vase précieux détruit pourquoi ? Un message cryptique à la peinture ? Cela ressemble plus à une absurdité fantaisiste qu'à un véritable indice. » Holmes eut un léger sourire. « Vous pardonnerez mon scepticisme, inspecteur, mais je vous assure que dans ce cas précis, rien n'est fantaisiste. Quand nous en aurons terminé, j'espère que vous aussi comprendrez la raison d'être de ce vaisseau brisé. » J'ai soigneusement consigné les observations de Holmes, même si j'avais du mal à saisir toute la portée de ses déductions. Il semblait fonctionner sur une longueur d'onde qui lui était propre, où des fragments de porcelaine pouvaient en dire long. Les doigts de Holmes tracèrent une fine fissure traversant une pièce en diagonale. « Notez la précision de la cassure, » dit-il doucement. « Ce n'était pas un accident dû à la négligence. Le vase a été brisé délibérément et intentionnellement. » Lestrade fronça les sourcils. « Alors le meurtrier a brisé le vase pour brouiller les pistes ? » « Pas tout à fait, » répondit Holmes en se levant et en se tournant vers l'inspecteur. Si c'était le cas, l'agresseur aurait détruit le vase en entier ou l'aurait complètement retiré. Or, seule une partie est endommagée. Le motif suggère qu'une section spécifique a été ciblée, peut-être pour empêcher la découverte du code caché. Lestrade échangea un regard avec Lord Pembroke, qui acquiesça solennellement. « Oui, et les fragments ont été récupérés à la hâte, mais tous n'ont pas été retrouvés. Certains ont disparu, peut-être perdus ou cachés. » Les yeux de Holmes brillèrent. « Il est donc impératif de localiser ces fragments. Chaque éclat pourrait contenir une pièce essentielle du puzzle. » Sur ce, Holmes se dirigea vers les pièces adjacentes, scrutant le sol de la galerie à la recherche de poussière ou de fragments de porcelaine. Les épais tapis avaient été déroulés, révélant le chêne poli en dessous. Holmes balaya méthodiquement le parquet de sa canne, s'arrêtant dès qu'une faible lueur attirait son regard. « Regarde, Watson, » dit-il en se baissant pour récupérer un minuscule éclat pas plus gros qu'un ongle. Un fragment trop petit pour être remarqué, mais pourtant significatif. J'ai examiné la pièce à la lumière. La glaçure bleue portait une partie d'un symbole, une lettre ou un chiffre incomplet. Serait-ce une partie du code ? Exactement. Holmes empocha soigneusement le tesson. Maintenant, parlons au personnel de la maison. Leur récit
pourrait nous éclairer sur ses déplacements et ses motivations. Nous avons réuni les principaux personnages du domaine dans le salon. Le conservateur solennel, M. Alcott, la jeune femme de chambre, Elsie Marsh, le majordome, M. Hargreaves, et le jardinier, M. Smith. Chacun d'eux présentait une personnalité distincte. Et Holmes ne tarda pas à les examiner de son regard perçant. « Monsieur Alcott, commença Holmes, vous étiez responsable de la sécurité de la galerie le soir en question ?» Le conservateur se raidit. « En effet, monsieur Holmes, j'étais présent jusqu'à tard pour veiller à ce que les objets exposés restent intacts. Pourtant, vous n'avez entendu ni vu personne entrer pendant ce temps-là. Seule Lady Pembroke, venue inspecter les nouvelles acquisitions, et quelques amis proches invités à une visite privée. » Le regard de Holmes se posa sur le majordome. « Et vous, monsieur Hargreaves ?» Le majordome répondit d'un ton mesuré. La maison était silencieuse. Le seul trouble fut une brève dispute entendue entre le neveu de Lord Pembroke, Charles, et le curateur. À ces mots, Elsie Marsh se mordit la lèvre nerveusement. C'était vrai, monsieur. Maître Charles était furieux que monsieur Alcott cache certaines lettres à Monseigneur. Holmes joignit les doigts. Une dispute à propos d'une correspondance, non divulguée. Fascinant. Lestrade intervint. Serait-ce un mobile? Détruire des preuves ou empêcher la découverte? Holmes hocha lentement la tête. Fin hypothèse plausible, même s'il faut être prudent. Le mobile seul ne suffit pas sans corroboration. J'ai vu le malaise de M. Alcott s'accentuer. Son regard s'est baissé, et j'ai perçu un léger tremblement dans ses mains. Holmes l'a également remarqué, j'en étais certain. « Monsieur Alcott, » insista doucement Holmes, « puis-je vous demander pourquoi vous avez dissimulé certaines lettres? Il semble que vous possédiez des connaissances qui dépassent le simple cadre de la conservation. » Le conservateur déglutit. « J'ai reçu pour instruction de protéger la vie privée de Monseigneur. Certains documents contenaient des informations sensibles, peut-être de nature politique. » Holmes fronça les sourcils. « Pourtant, le secret qui les entoure a semé la discorde? »« Oui, » a admis M. Alcott. « J'avais peur des conséquences si elles tombaient entre de mauvaises mains. » Les lèvres de Holmes s'étirèrent en un léger sourire. « Et pourtant, nous voilà avec un vase brisé et un code non résolu. » Le jardinier, un homme costaud aux mains burinées, prit la parole. « Si vous me le permettez, monsieur, il y a eu autre chose. Un visiteur étrange. » La veille de la rupture du vase. Un homme en manteau sombre qui a demandé à voir la collection, mais qui est parti avant le retour de Monseigneur. Holmes haussa un sourcil. Un visiteur inconnu. Vous souvenez-vous de ses traits? Vaguement, monsieur. Il portait un chapeau bas, et sa voix était saccadée, presque étrangère. Avez-vous parlé de cela à la famille? Ai-je demandé? Non, monsieur. J'ai préféré garder ça pour moi jusqu'à ce qu'on en sache plus. Holmes hocha la tête avec appréciation. Bonne discrétion, Smythe. Ce visiteur pourrait bien être la clé. Se tournant vers Lord Pembroke, Holmes demanda « Y avait-il une raison pour laquelle votre oncle aurait pu être menacé? Y avait-il des conflits récents ou des ennemis ?» Le seigneur soupira. Il était prudent de nature, mais dans ces dernières années, il s'était disputé avec plusieurs partenaires commerciaux à propos d'investissements et de désaccords diplomatiques. Le regard de Holmes s'aiguisa. Un cercle de suspects potentiels s'élargit, Watson. Chacun a une opportunité et un mobile, mais aucun n'a de certitude. Nous avons ensuite inspecté le piédestal du vase brisé. Holmes l'a examiné méticuleusement, notant de légères rayures sur le bois poli et une légère tache sur le mur voisin. « Des signes de lutte », murmura Holmes, « ou des signes de précipitation. » Lestrade semblait sceptique. « S'il y a eu une bagarre, pourquoi n'y a-t-il plus de dégâts ni de bruit? » Parce que l'agresseur était sûr de lui, précis et peut-être expérimenté, a répondu Holmes. Nous avons ensuite porté notre attention sur la lettre, ce chiffré. Holmes l'étala soigneusement sur le bureau, les yeux plissés de concentration tandis qu'il commençait à étudier la structure des symboles.
Les textes chiffrés peuvent être assez complexes, songea-t-il à voix haute. Ils peuvent utiliser la substitution, la transposition ou des méthodes polyalphabétiques plus avancées. J'ai jeté un coup d'œil aux symboles qui semblaient être un mélange de lettres, de chiffres et de marques étranges disposées de manière irrégulière. Holmes fronça les sourcils. Ce n'est pas un simple code. Il semble complexe, conçu pour tromper ou obscurcir. Lord Pembroke parut inquiet. Y a-t-il donc un espoir de le déchiffrer? Holmes hocha la tête avec assurance. L'espoir existe toujours avec patience et méthode. Mais d'abord, nous devons rassembler les pièces du puzzle. À la fin de la journée, Holmes mena de nouvelles interviews, retournant dans la galerie pour réexaminer chaque détail. Il s'intéressa particulièrement à l'heure exacte à laquelle le vase avait été brisé et à la personne qui aurait pu se trouver seule dans la galerie à ce moment-là. Elsie Marsh, la femme de ménage, se souvient avoir entendu un léger bruit vers minuit. Mais elle a pensé que la maison se tassait. Le majordome a confirmé que tous les invités s'étaient retirés tôt, à l'exception de Charles Pembroke, le neveu, qui était resté dans la bibliothèque. Les yeux de Holmes brillèrent. Une divergence, il faut vérifier où se trouve Charles. Confronté à cette situation, Charles se montra sur la défensive, affirmant avoir lu tard dans la nuit, seul. Pourtant, son visage rouge et son attitude évasive suggéraient le contraire. Holmes resta silencieux un instant, puis dit « Il y a une odeur ici, Watson. Une odeur faible mais distincte. Du tabac peut-être, peu commune pour un jeune homme comme Charles. J'ai reniflé prudemment, et effectivement, une trace de fumée de pipe persistait faiblement dans la galerie. Qui parmi la famille fume? À la pipe, demandai-je. Le jardinier Smythe, répondit Lord Pembroke. Holmes réfléchit à la question. Nous devons interroger Smith plus en détail, mais aussi considérer que quelqu'un aurait pu tenter de masquer sa présence en paissant sans imitant les autres. Alors que la nuit tombait sur le domaine, Holmes et moi nous retirâmes dans nos chambres, plus scrupuleux que de réponse. Pourtant, dans la pénombre de ma chambre, je retrouvais un respect renouvelé pour la quête incessante de vérité de Holmes au milieu de la tromperie. Il avait découvert des motivations, des secrets et des mensonges, mais la véritable signification du vase brisé et de la lettre cryptée restait hors de portée. Demain, dit Holmes avant mon départ, nous commencerons à démêler le tissu des mensonges. Nous examinerons de plus près ceux qui se déplacent sans être vus et ceux qui parlent par énigme. En éteignant la bougie, je réfléchissais à l'étrange croisement entre tessons de porcelaine, codes cryptiques et intrigues humaines. Le mystère était loin d'être résolu, mais une chose était sûre. Avec Holmes sur l'affaire, la vérité sortirait de l'ombre, aussi bien dissimulée soit-elle. Le brouillard matinal planait sur Londres, donnant aux rues une pâleur presque spectrale, tandis que Holmes et moi reprenions la route vers le domaine de Pembroke. L'affaire pesait lourdement sur mon esprit. Le vase fragmenté et la lettre énigmatique me rongeaient, mais la détermination inébranlable de Holmes offrait un point d'ancrage rassurant. Aujourd'hui, nous allions approfondir les éléments humains complexes, les suspects et leurs motivations. À notre arrivée, Lord Pembroke nous accueillit dans son salon, sombre et accablé par les événements récents. Sa maisonnée évoluait dans un calme inquiet, comme si l'ombre du soupçon planait sur eux tous. Holmes ne perdit pas de temps. « Lord Pembroke, j'ai l'intention de m'entretenir à nouveau avec votre neveu, Charles. Nous devons clarifier ses allées et venues et ses habitudes cette nuit-là. » Le seigneur hocha la tête. « Bien sûr, j'aimerais seulement que l'histoire de Charles soit plus claire. Nous avons trouvé Charles dans la bibliothèque, une grande pièce lambrissée de chaînes remplies de livres, et d'une légère odeur de cigare. Il était assis près du feu, un air renfrogné, assombrissant son visage juvénile. Holmes s'approcha, directement de lui. « Charles, vous prétendez avoir été seul à la bibliothèque à minuit, à lire tard. Pourtant,
Plusieurs observations suggèrent le contraire. Pourriez-vous reconsidérer votre affirmation? Le regard de Charles se durcit. Je ne vois aucune raison de modifier mon récit. J'étais bel et bien en train de lire. Les yeux de Holmes se brillèrent. Alors, peut-être pourriez-vous expliquer la présence de fumée de tabac à pipe, détectée dans la galerie où le vase a été brisé? Charles perdit son sang-froid. Je ne fume pas. Il y avait peut-être quelqu'un d'autre. Holmes hocha lentement la tête. En effet. Pourtant, selon le majordome, vous étiez le seul à rester réveillé à cette heure-là. J'en ai toute implication, rétorqua Charles. Holmes n'insista pas davantage, sentant que l'agitation du jeune homme avait de la valeur en elle-même. Nous nous tournâmes ensuite vers M. Alcott, le conservateur, dont la nervosité s'était accentuée depuis notre dernière conversation. Holmes l'observa comme on observerait un animal acculé, vigilant et sur la défensive. « Monsieur Alcott, commença Holmes, vous avez caché des lettres à votre seigneur, invoquant la confidentialité. Mais à qui servent réellement ces lettres ?» Le conservateur s'agita mal à l'aise. « Je ne faisais qu'obéir aux ordres. »« De qui ?»« Je ne peux pas le dire. » Holmes haussa un sourcil. « Un secret dans le secret. Curieux. » Elsie Marsh, la femme de chambre, fut ensuite appelée. Son regard s'agita nerveusement, tandis que Holmes l'interrogeait sur les visiteurs et tout comportement inhabituel survenu les jours précédant le crime. « Il y avait un inconnu, monsieur, » murmura-t-elle. « Un homme en vêtements sombres est passé, mais personne n'a semblé le remarquer. » Holmes insista. « Avez-vous vu son visage ?»« Non, il a baissé la tête, mais il a posé des questions sur le nouveau vase et les lettres que monseigneur avait reçues. »« Est-ce qu'il parlait d'une manière particulière ?»« Ce n'est pas tout à fait l'anglais, monsieur. C'est étranger, je crois. » Holmes échangea un regard avec Lestrade, qui prenait discrètement des notes. « Un étranger intéressé. Par les secrets du domaine. Nous devons retrouver cet homme. » Le jardinier Smith fut de nouveau convoqué. Sa franchise habituelle fut tempérée par la gravité de la situation. « Monsieur Smith, » dit Holmes, « vous avez évoqué une altercation entre Charles et Monsieur Alcott. Pouvez-vous nous en dire plus ?» Smith hocha la tête. Maître Charles était furieux à cause de ces lettres. Il disait qu'elles risquaient de ruiner le nom de la famille. « Croyez-vous que Charles avait les moyens d'endommager le vase, ou pire ?» Le jardinier hésita. « C'est un garçon fier, mais parfois imprudent. Je ne serais pas surpris qu'il fasse une bêtise. » Holmes réfléchit. « Pourtant, aucune preuve directe, seulement des soupçons. »« Exactement, monsieur. » Tandis que nous parlions, un coup soudain interrompit la réunion. Un facteur entra portant une petite enveloppe non marquée. Lord Pembroke la prit, les sourcils froncés, et l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur se trouvait un bref mot, écrit d'une écriture arachnéenne. La vérité se trouve là où murmure la porcelaine. Cherchez sous la surface, mais méfiez-vous. De l'observateur. Le silence retomba dans la pièce. Les yeux de Holmes brillèrent plus fort que jamais. Un avertissement ou une provocation. Lestrade fronça les sourcils. « Croyez-vous que le coupable ait envoyé ça ?»« C'est possible, » répondit Holmes. « Ou quelqu'un qui cherche à induire en erreur. Nous avons convenu de fouiller le domaine à la recherche d'indices supplémentaires. » Holmes a porté son attention sur les quartiers des domestiques, où il a remarqué de subtils signes d'agitation parmi le personnel, des murmures de grief, des réunions secrètes et des absences inexpliquées laissaient entrevoir des tensions sous-jacentes. L'après-midi apporta un autre rebondissement. Un télégramme arriva du musée des Antiquités de Londres, confirmant qu'une collection d'éclats de porcelaine, récemment découverte, avait été volée dans ses archives, des éclats correspondant à ceux manquants dans le vase de Lord Pembroke. Holmes examina le télégramme avec intérêt. Cela suggère un complot plus vaste, impliquant peut-être plusieurs parties. Le visage de Lord Pembroke pâlit. « Quelqu'un pourrait-il vouloir le code ?»« Sans aucun doute, » dit Holmes. En fin d'après-midi, Holmes et moi nous promenions dans le domaine. Il était plus calme que d'habitude,
son esprit étant visiblement occupé à réfléchir à de nombreuses pièces du puzzle. « Watson, » dit-il enfin, « nous sommes face à un adversaire qui comprend l'importance de la diversion. Le vase brisé est une diversion, un signal destiné à nous égarer. » J'ai hoché la tête. Mais le code lui-même? Est-il authentique ou simplement un piège? Holmes sourit faiblement. Ah, c'est là tout le défi. L'authenticité du code est incontestable. Le savoir-faire et les références historiques qu'il contient en témoignent. Mais sa signification est complexe, comme la porcelaine. Elle-même, fragile en surface mais dotée d'une force cachée. Ce soir-là, Holmes disposa les indices sur une grande table dans la galerie, à l'ombre de la vitrine du vase brisé. Les tessons étaient méticuleusement disposés, la lettre chiffrée à côté. « Remarquez, » dit Holmes en désignant les éclats, « comment certains symboles reviennent. Ce n'est pas un hasard. Chaque fragment fait partie d'un motif plus vaste, un message codé en fragments. » Lestrade se pencha, les yeux plissés. Mais comment savoir quelles pièces appartiennent au même ensemble, et lesquelles manquent? Holmes se tapota la tempe. C'est là que l'intelligence prévaut. Nous devons reconstituer le puzzle, non seulement physiquement, mais aussi logiquement. Les fragments manquants sont probablement détenus par ceux qui souhaitent garder le secret. Soudain, un coup violent retentit à la porte. C'était un messager portant un télégramme pour Holmes lui-même. Holmes brisa le sceau et lut tranquillement, puis leva les yeux avec un éclair d'urgence. « Watson, il semble que notre mystérieux visiteur ait été identifié. Un certain monsieur Léon Dupont, connu pour son trafic d'objets rares, a été repéré près du domaine. » Lord Pembroke serra les poings. « Alors il faut agir vite. » Holmes hocha la tête. « En effet, mais la prudence est de mise. La présence de monsieur Dupont complique les choses. C'est un homme versé dans les subterfuges et les diversions, le partenaire idéal pour nos enquêtes. À mesure que la nuit s'épaississait, je réfléchissais au réseau grandissant de suspects. Charles Pembroke, fier et secret, monsieur Alcott, gardien de secrets inconnus, l'insaisissable monsieur Dupont et les tensions sourdes au sein du personnel. Chacun avait ses motivations et ses opportunités, mais aucun ne correspondait parfaitement à l'auteur du crime. Holmes arpentait la galerie, les doigts croisés, le regard brillant d'intensité. C'est une danse d'ombre, Watson. Chaque mouvement révèle une nouvelle couche de tromperie. Nous devons rester vigilants et voir au-delà de l'évidence. Je m'émerveillais de sa ténacité, me demandant quel fil allait enfin percer le mystère. Le lendemain matin, sombre et humide, la bruine persistante de Londres transformait la ville en un voile d'ombre grise. Notre retour au domaine de Pembroke se fit en silence, mes pensées absorbées par les fils emmêlés que Holmes avait jusque-là décryptés. La note énigmatique, les tessons volés et le murmure des secrets parmi le personnel pesaient sur mon esprit. Pourtant, Holmes, comme toujours, conservait sa concentration singulière. Le léger frémissement de son front trahissant les rouages mentaux qui s'activaient derrière son air calme. À notre arrivée, nous avons été accueillis par Lestrade, qui nous a accueillis d'un air sombre. « Du nouveau, messieurs », a-t-il dit d'un ton sec. « Monsieur Dupont a été retrouvé mort à Londres. » Holmes et moi avons échangé un regard. La nouvelle était surprenante, mais le timing était suspect. « Dans quelles circonstances ?» demanda Holmes. « Trouvé dans son logement ce matin. Empoisonnement selon le coroner. Aucun signe d'effraction. » Les lèvres de Holmes se retroussèrent légèrement en un sourire énigmatique. Un retournement de situation inattendu, mais pas totalement indésirable. Lestrade soupira. « Je crains que la complexité de cette affaire ne s'accentue. » Sans plus rien ajouter, nous sommes entrés à l'intérieur, où l'atmosphère du domaine semblait plus lourde, comme si la mort de Dupont avait jeté une ombre sur ces murs déjà tendus. Holmes demanda à voir le télégramme annonçant la présence de Dupont près de Pembroke. L'examinant attentivement, ses yeux se plissèrent. « Notez l'expéditeur » murmura-t-il. J'ai regardé par-dessus son épaule.
C'était une adresse anonyme à Londres, une adresse qui a immédiatement éveillé les soupçons de Holmes. Qui voudrait attirer Dupont ici pour qu'il périsse mystérieusement? Demanda Holmes à voix haute. Avant que Lord Pembroke ou Lestrade puisse répondre, Holmes se dirigeait déjà vers la galerie, où se trouvait le vase brisé et la lettre chiffrée. Les fragments gisaient tels que nous les avions laissés, des éclats fragiles laissant présager une énigme plus complexe. Holmes se pencha, examinant la porcelaine sous la lumière diffuse, qui filtrait à travers les hautes fenêtres. Sous mon regard, il sortit une loupe et commença à inspecter les tessons un par un avec un soin méticuleux. Ses doigts suivirent les délicats symboles peints gravés sur la surface de la porcelaine. Lentement, il commença à les assembler, non seulement physiquement, mais aussi conceptuellement. « Remarquez, Watson, » dit Holmes d'une voix calme, « que ces symboles correspondent aux chiffres chinois de 1 à 5, mais que leur séquence n'est pas linéaire. Cela suggère un code délibéré, destiné à tromper tout observateur non averti. » Je plissai les yeux vers les éclats. « Tu crois que c'est un code? » « Plus que cela. Un message codé dans l'ordre et la disposition de chaque fragment. Le véritable défi consiste à découvrir ce qu'il indique. » Holmes sortit alors un petit morceau de parchemin de sa poche, une bizarrerie que je n'avais pas remarquée auparavant. « Ceci, dit-il, a été retrouvé caché sous le vase brisé à côté d'un fragment que je n'avais pas révélé plus tôt. Il porte un léger filigrane et l'écriture semble être une variante de l'écriture des sceaux, une forme d'écriture chinoise archaïque. Mais il y a une anomalie dans les traits, presque imperceptible. Je me suis penché pour voir les personnages délicats danser sur la page comme des ombres. « Le reconnaissez-vous, Holmes? Un chiffre dans un chiffre, répondit-il. L'auteur dissimule sa véritable signification derrière des couches d'obscurcissement. Pendant que Holmes étudiait le parchemin, j'en ai profité pour interroger à nouveau le personnel, dans l'espoir de découvrir d'autres pistes. Elsie, la femme de chambre, fut la première. Sa mention du mystérieux visiteur avait piqué la curiosité de Holmes. « Elsie, demandai-je doucement, as-tu remarqué quelqu'un d'autre se comporter bizarrement depuis l'arrivée de M. Dupont ?» Elle hésita, puis hocha la tête. « Il y avait un homme, monsieur. M. Alcott semblait nerveux en sa présence. Et Charles était introuvable lorsque le visiteur est arrivé. » Le visage de Holmes s'assombrit. Alcott et Charles, tous deux liés au visiteur. Il y a un secret, ici, un secret qu'ils gardent précieusement. Plus tard, dans les quartiers des domestiques, j'ai entendu des conversations chuchotées. Une discussion à voix basse à propos de lettres et de paiement s'est déroulée entre deux voix, celle de Smith, le jardinier, et d'une femme de ménage que je ne connaissais pas encore, une femme de ménage de passage. De retour à la galerie, j'ai trouvé Holmes plongé dans ses pensées. « Watson, observez ceci, » dit-il en désignant un tesson à la glaçure particulière. « Ce n'est pas de la porcelaine originale, mais une reproduction astucieuse, dont le style et la finition trahissent une main moderne. L'artisan a habilement forgé cette pièce, ce qui signifie que le code pourrait être fabriqué. » « Fabriqué. Tu veux dire que tout le message pourrait être une ruse? » « Exactement. Une fausse piste destinée à induire en erreur et à semer la confusion. » À ce moment-là, Lestrade entra rapidement avec les nouvelles du rapport du coroner. La mort de Dupont a été causée par un empoisonnement à la digitaline. A-t-il rapporté? Une méthode rare et douloureuse. On en retrouvait des traces dans son thé. Les yeux de Holmes brillèrent. Le meurtrier savait donc exactement comment infliger une mort silencieuse. Un professionnel. La pièce semblait se refermer sur nous. Il ne s'agissait plus de petits vols domestiques, mais d'une compétition mortelle d'intelligence et de volonté. Holmes se rassit alors, tapotant la table du bout des doigts. Il y a cependant un détail que tout le monde a oublié. J'ai levé les yeux brusquement. Qu'est-ce que c'est? La lettre reçue par Lord Pembroke, dont le libellé est « La vérité se trouve là où murmure la porcelaine », doit être prise au pied de la lettre. Je fronçai les sourcils.
Tu parles du vase lui-même? Holmes hocha la tête. Mais plus précisément la base. J'ai l'intention de l'examiner de près. Avec une délicatesse méticuleuse, Holmes souleva le reste de la base du vase et l'inspecta à la loupe. Son regard était inflexible, scrutant chaque centimètre. De la surface. Regarde, Watson, dit-il soudain en désignant une inscription pâle presque effacée par le temps. Une suite de caractères, pâle mais précis, des coordonnées ou une clé de chiffrement. Avant que je puisse demander des éclaircissements, Holmes était déjà au travail pour déchiffrer les inscriptions, son esprit parcourant les permutations de lettres et de chiffres, croisant le code avec le script de la lettre. Les minutes passèrent, le silence n'étant rompu que par les calculs murmurés de Holmes. Puis, brusquement, il se redressa. Le code mène à un endroit précis dans ce quartier, a-t-il déclaré. Lestrade haussa un sourcil. Où? Holmes eut un léger sourire. La serre. Là, derrière le mur près de la fenêtre, se trouve le secret. Lord Pembroke pâlit à cette révélation. Je n'en avais aucune idée. Holmes était déjà debout. Venez, messieurs, nous allons enquêter. Dans la serre, l'air était chargé d'un parfum de terre humide et d'orchidées en fleurs. Holmes s'approcha du mur est, caressant les briques de ses doigts. Ici, dit-il en appuyant fermement contre un pan du mur. Un léger clic résonna lorsqu'un panneau dissimulé s'ouvrit, révélant une petite cavité. À l'intérieur se trouvait un paquet plié, des lettres, des cartes et une petite boîte sculptée. Holmes récupéra les objets avec le plus grand soin. Les lettres étaient anciennes, codées selon un code identique à celui des tessons du vase. Les cartes représentèrent des itinéraires à travers Londres, marqués de symboles énigmatiques. À l'intérieur du coffret sculpté se trouvait une clé délicate, gravée des mêmes motifs en porcelaine. Holmes examina attentivement la clé. Voici, Watson, le véritable cœur du mystère. Qu'est-ce que ça débloque? Cela reste à voir. Mais je soupçonne que cela éclaircira la finalité du chiffrement. En quittant la serre, la tension était palpable. La découverte avait à la fois éclairé et approfondi le mystère. Quelqu'un dans le cercle de Pembroke gardait de dangereux secrets, et le code était la clé, au sens propre comme au sens figuré, pour les dévoiler. Cette nuit-là, Holmes se retira à Baker Street, l'esprit agité par des plans et des stratagèmes. Moi aussi, je restais éveillé, les pièces du puzzle tournant sans cesse dans mes pensées. Une chose était sûre, cette affaire était loin d'être terminée. L'air de Baker Street était chargé de la tension indéniable, qui accompagnait si souvent l'une des affaires les plus épineuses de Holmes. Il était assis près de la fenêtre, une flamme pâle vacillant dans l'âtre projetant de longues ombres sur son visage anguleux. La clé de la serre de Pembroke reposait sur la petite table entre nous, ses motifs en porcelaine luisant faiblement à la lueur du feu. Holmes resta silencieux un long moment, son regard perçant rivé non pas par la fenêtre, mais au cœur du labyrinthe de ses pensées. Pendant ce temps, j'avais du mal à tenir en place. Le poids de l'affaire pesait sur moi, un mélange d'intrigue et d'appréhension. L'empoisonnement de Dupont, la porcelaine codée, les visiteurs secrets, autant d'éléments d'un réseau complexe que je m'efforçais de démêler avec mon ami. Holmes rompit enfin le silence. « Watson, la clé est plus qu'un objet, c'est un défi, un appel à l'action. » Je me suis penché en avant. « Tu veux dire que ça ouvre une porte physique ou quelque chose de plus symbolique? Les deux peut-être. Il y a un compartiment dans le domaine de Pembroke que la clé doit ouvrir. Mais je soupçonne qu'il ne s'agit pas d'un simple placard. La lettre et les cartes que nous avons trouvées suggèrent une chambre secrète, un lieu de secret. » Son regard s'aiguisa. « Mais avant de poursuivre cette piste, nous devons comprendre à qui profite le plus la mort de Dupont. Cet après-midi-là, nous sommes retournés au domaine de Pembroke, sous un ciel maussade, la brume se faufilant entre les branches comme des doigts fantomatiques. Lestrade nous a accueillis à la porte, le visage toujours aussi sombre. Un nouveau fait divers, messieurs.
Charles Alcott a disparu. J'ai ressenti un frisson soudain. Disparu? Disparu sans laisser de traces. Seul indice, son manteau, a été retrouvé dans la Tamise, près du pont de Blackfriars. Holmes croisa les mains, l'air indéchiffrable. Disparition orchestrée pour nous tromper ou acte de désespoir? Lestrade secoua la tête. Nous n'avons trouvé aucun mobile de suicide, ni aucun signe d'acte criminel sur les lieux. Holmes se tourna vers moi. Nous sommes face à un homme qui en sait trop, ou qui craint pour sa vie. La disparition d'Alcott a encore compliqué l'affaire. Ses réponses évasives lors de nos précédentes enquêtes ont pris une signification inquiétante. Était-il impliqué dans la mort de Dupont, ou était-il un témoin réduit au silence avant de pouvoir parler? Dans le salon, Lord Pembroke nous attendait, le visage pâle et tiré. « Charles était mon valet, dit-il doucement, un homme loyal, quoique parfois secret. Je ne comprends pas pourquoi il a pu disparaître ainsi. » Holmes l'observa attentivement. Charles avait-il des ennemis? Quelqu'un qui pourrait lui vouloir du mal? Le noble hésita puis soupira. On murmure qu'il aurait une dette envers lui, des relations avec des individus peu recommandables de l'East End londonien. Holmes hocha lentement la tête. Il faudra qu'on se penche là-dessus. La maison devint silencieuse à mesure que le soir tombait. Holmes était agité, marchant avec l'énergie rapide et contrôlée qui précédait toujours ses déductions les plus intenses. « Je dois admettre, a-t-il avoué, que cette affaire se développe par couches, tout comme le code lui-même. Il y a des fils conducteurs que nous n'avons pas encore saisis. » Je l'observais, remarquant que son calme habituel avait cédé la place à une pointe d'impatience. « Vous semblez troublé, Holmes. » Il s'arrêta brusquement et se tourna vers moi avec un regard perçant. « Troublé? Oui, mais aussi excité. Il y a un schéma, Watson, et j'ai l'intention de le démêler. » Nous fûmes interrompus par un coup soudain à la porte. Le majordome annonça une visiteuse inattendue, une jeune femme à la présence saisissante et au regard pénétrant. « Mademoiselle Eleanor Gray. » la présenta Lord Pembroke, une amie de la famille. Eleanor entra avec une grâce mesurée, sa tenue modeste mais élégante, l'air grave. « Monsieur Holmes, dit-elle sans préambule, je crains qu'il ne vous manque à tous un élément crucial. » Holmes lui fit signe de continuer. « Mon père était un expert en art et antiquités orientales, expliqua-t-elle, et je crois que le vase en porcelaine est lié à une société secrète contre laquelle il m'a un jour mis en garde. Il communique grâce à des codes gravés sur des objets rares. » J'écoutais attentivement. L'intrigue se densifiait lorsqu'Eleanor décrivait un groupe clandestin, voué à la préservation ou à l'acquisition de trésors orientaux inestimables, souvent par tous les moyens. Holmes a demandé « Avez-vous entendu parler de quelqu'un dans l'entourage de Pembroke lié à cette société ?» Elle hocha lentement la tête. « Il y en a un. Monsieur Alcott était impliqué avant sa disparition soudaine. Il craignait pour sa vie. » La pièce sembla se resserrer sous le poids de cette révélation. L'esprit de Holmes s'activait déjà, assemblant les nouvelles informations pour en faire une mosaïque complexe. Cette nuit-là, après le départ d'Eleanor, Holmes était agité. Son esprit vif ruminait les détails. La porcelaine codée, le thé empoisonné, le valet disparu. Soudain, il s'arrêta et se dirigea vers la fenêtre. « Watson, dit-il d'une voix basse et pressante, nous avons affaire à un ennemi dangereux qui utilise la tromperie et la peur comme armes. Nous devons agir avec prudence. » Avant que je puisse répondre, un coup soudain et pressant retentit à la porte. C'était Lestrade, le visage blême sous la lumière du gaz. « Holmes, il y a eu un autre incident. Nous avons suivi Lestrade jusqu'aux écuries où nous avons découvert un spectacle sinistre. Le jardinier en chef du domaine, Smith, gisait, inconscient, victime d'un violent coup à la tête. Non loin de là, un éclat de porcelaine brillait de façon inquiétante dans la boue. Holmes s'agenouilla près de Smith, vérifiant son pouls. Il est vivant, mais secoué. Qu'est-ce qui a bien pu provoquer cette attaque? Lestrade grimaça. Il prétendait savoir quelque chose sur le vase,
mais refusait de parler jusqu'à ce qu'il se rétablisse. Holmes examina attentivement le tesson. « Ce fragment correspond au tesson du vase, » murmura-t-il. « Notre coupable est désespéré. » L'attaque de Smith marqua un tournant. Ce n'était plus un mystère silencieux, confiné à des secrets murmurés et des messages codés. C'était devenu une lutte de volonté, où le danger se cachait derrière chaque ombre. Holmes, d'ordinaire imperturbable, montrait des signes de tension. Son regard était plus perçant, ses manières plus intenses. Je sentais qu'il approchait du cœur du mystère, mais qu'il n'en avait pas encore saisi toute l'ampleur. Ce soir-là, j'ai trouvé Holmes à son bureau, entouré de cartes, de lettres et de tessons de porcelaine. Il parlait doucement, surtout pour lui-même. Le code est une carte à l'intérieur d'une carte. La porcelaine n'est que la clé d'un secret plus vaste, caché au plus profond des murs du domaine. Je l'observais attentivement. « Holmes, soupçonnez-vous quelqu'un ici d'être prêt à tuer pour protéger son secret ?» Son regard croisa le mien sombre et résolu. « Oui, Watson, et j'ai l'intention de les dénoncer. » Les enjeux étaient indéniables. La disparition d'Alcott, la mort de Dupont, l'attaque de Smith, chacun d'eux constituait une pièce d'un puzzle grandissant, menaçant de nous engloutir tous. Alors qu'un épais brouillard s'abattait sur Londres, je savais que les jours à venir seraient périlleux. Holmes s'apprêtait à déplacer ses pièces sur cet échiquier mortel, et j'étais déterminé à le soutenir lorsque la vérité éclaterait enfin. L'air nocturne autour de Baker Street était lourd de brume, les réverbères à gaz vacillaient faiblement, tels des sentinelles vigilantes sur la ville agitée. Dans nos chambres, Holmes était plongé dans son travail comme si le monde au-delà de nos fenêtres avait cessé d'exister. Le front plissé, ses mains réorganisaient habilement cartes et documents, scrutant chaque détail avec la précision d'un maître des échecs réfléchissant à son prochain coup. « Watson, » dit-il soudain, levant son regard perçant et calculateur, « l'heure est venue de renverser la situation. Nous ne pouvons plus attendre que l'ennemi se révèle. Nous devons lui forcer la main. » J'ai hoché la tête, pleinement conscient que lorsque Holmes parlait ainsi, son esprit avait déjà plusieurs longueurs d'avance sur celui de tout le monde. Son plan, tel qu'il me l'a exposé, était audacieux et complexe. Il impliquait l'objet même au cœur du mystère, le vase en porcelaine contenant le code énigmatique et la peur inexprimée qu'il inspirait à ceux qui l'avaient touché. Holmes comptait utiliser le vase lui-même comme appât, un leurre, pour attirer le véritable coupable au grand jour. L'éclat que nous avons récupéré dans le jardin, expliqua-t-il, suggère que notre adversaire cherche désespérément à dissimuler quelque chose caché dans le vase ou ses fragments. Si nous créons l'illusion que nous sommes sur le point de percer ce secret, le coupable pourrait tenter d'intervenir. Lestrade était sceptique lorsque nous lui avons présenté le plan à Scotland Yard. « Êtes-vous certain qu'il est prudent de procéder ainsi, Holmes ? Nous ignorons à quel point ces gens sont dangereux. » Holmes sourit ironiquement. « Mon cher Lestrade, le danger est un compagnon constant dans ce métier. La prudence, oui, mais la paralysie ne servirait à rien. Le lendemain soir, après avoir effectué tous les préparatifs nécessaires, nous sommes retournés au domaine de Pembroke. Holmes avait fait en sorte que les fragments restants du vase soient soigneusement rassemblés, même s'ils n'étaient visibles qu'en apparence. Dissimulé dans la porcelaine restaurée, se trouvait un compartiment secret où un petit mot, apparemment laissé par Pembroke lui-même, serait découvert lors de cette enquête simulée. La note était codée par Holmes lui-même, une énigme délibérée destinée à révéler la véritable signification du vase, sans en révéler tout le secret. Cela suffirait à inciter le coupable à agir. Eleanor Gray fut également interpellée, compte tenu de ses liens avec la société que Holmes croyait impliquée. Elle accepta de rester dans la maison en tant qu'observatrice supplémentaire et témoin potentiel. À mesure que la nuit tombait, l'atmosphère dans le salon de Pembroke était tendue, une sourde suspicion coulant sous le vernis de politesse. Holmes se posta près de la cheminée.
observant la porte d'un œil attentif, tandis que Lestrade et moi nous postions discrètement ailleurs. Les heures passèrent dans une veillée tendue. La lueur vacillante du feu projetait des ombres dansantes, et le faible tic-tac d'une horloge était le seul bruit qui rompait le silence. Je commençais à craindre que nos efforts soient vains quand soudain, un léger bruit provenant du couloir attira l'attention de Holmes. Il se leva doucement, nous faisant signe de le suivre. Nous rampâmes silencieusement vers la source, un léger bruissement, le léger frottement des pas étouffé par l'épais tapis. Holmes s'arrêta juste devant la porte de la bibliothèque et leva un doigt. « Observez et attendez ». La porte s'ouvrit lentement et une silhouette sombre se glissa à l'intérieur, se dirigeant prudemment vers la table où reposait le vase reconstitué. C'était un homme, grand, mince, vêtu d'un pardessus sombre. Là, main de l'homme tremblait tandis qu'il tendait la main vers le vase, ses doigts flottant juste au-dessus de la surface délicate. Soudain, ses doigts agrippèrent le bord, soulevant un panneau dissimulé dans la porcelaine pour révéler la note cachée. La voix de Holmes, calme mais autoritaire, rompit le silence. « Des voleurs audacieux, n'est-ce pas ?» L'homme sursauta et se retourna brusquement, son visage brièvement illuminé par la lueur du feu. J'en eus le souffle coupé. Ce n'était autre qu'Alcott. « Comment es-tu sorti de la Tamise ?» demandai-je en m'avançant. Le regard d'Alcott était hagard, le désespoir mêlé de défi. « Je n'y suis jamais allé. Quelqu'un m'a piégé. Il voulait que je m'en aille. » Holmes leva la main. « Explique-toi, Alcott. Pourquoi disparaître? Pourquoi faire taire Smith ?» Les défenses du valet s'effondrèrent. Il s'affala sur une chaise proche, la tête entre les mains. « J'avais peur, Holmes, » avoua-t-il. « Il existe au sein de cette société secrète une faction prête à tuer pour protéger ses secrets. Il pensait que j'allais les démasquer. » Holmes hocha la tête. « Et la porcelaine codée ?» Les yeux d'Alcott scintillèrent de peur. Une clé, une carte menant à une collection de trésors volés, cachés sous le domaine de Pembroke. Tandis qu'Alcott parlait, Eleanor Gray entra dans la pièce. « C'est donc vrai, » murmura-t-elle. « L'influence de cette société est plus profonde que je ne l'imaginais. » Le regard de Holmes se durcit, et cela explique les attentats contre toi, l'agression de Smith et le meurtre prémédité de Dupont. Lestrade s'avança, menottes aux mains. « Vous êtes en état d'arrestation, Alcott, pour complot et implication dans la mort de Dupont. » Alcott hocha la tête avec résignation, mais ses yeux brillèrent d'un dernier avertissement obsédant. « Tu crois avoir résolu le problème, mais ce n'est que le début. Nous l'avons escorté jusqu'à la voiture, la nuit lourde de menaces inexprimées. » De retour à l'intérieur, Holmes arpentait la voiture, pensif. « La société a perdu l'un des siens, » murmura-t-il. « Ils surveilleront chacun de nos faits et gestes. » J'ai demandé « Que vas-tu faire ensuite ?» Holmes sourit d'un air sombre. « Nous devons enquêter sur ce qui se cache sous la maison de Pembroke. Le code de la porcelaine nous a donné un premier aperçu véritable de leur secret. À l'aube, nous nous préparions à la phase suivante de l'enquête. Les ombres de Londres semblaient plus sombres, le brouillard plus épais, tel un voile, protégeant des dangers encore invisibles. Les premières lueurs de l'aube perçaient à contre-cœur les lourds rideaux de Baker Street, projetant de longues ombres sur notre salon. Holmes était assis à son bureau, une concentration intense se lisant sur ses traits, tandis qu'il examinait une série de documents, les fragments du vase en porcelaine et le message secret, transcrit à la hâte. Je l'observais en silence. L'extraordinaire tension des événements récents nous avait tous deux accablés, mais son esprit brûlait plus que jamais. « Watson, » dit-il soudain en levant les yeux avec une étincelle dans les yeux, « il est temps de mettre en lumière ce réseau emmêlé. » Je m'assis en face de lui, mon stylo et mon carnet prêts. Depuis des années, j'avais appris à chérir ces moments, la résolution d'un mystère comme seul Holmes pouvait le faire, mêlant logique, observation et perspicacité humaine pour une révélation sans faille. Holmes commença. Pour comprendre la solution, il faut revisiter le fondement même de l'affaire,
le vase en porcelaine et le message codé gravé dessus. Il brandit un fragment délicat, dont la faible trace de peinture bleue miroitait sous la lumière de la lampe. À première vue, on pourrait croire à une simple relique ornementale. Pourtant, les preuves montrent le contraire. Pembroke était un collectionneur passionné de porcelaine d'Extrême-Orient, explique Holmes. Son entourage savait qu'il possédait une pièce particulière, dont la rumeur disait qu'elle contenait un code. Ce vase renfermait un secret de grande valeur, dissimulé grâce à un système connu uniquement des membres d'une société secrète à laquelle Pembroke avait appartenu. J'ai hoché la tête, me rappelant les déclarations antérieures d'Eleanor Gray sur l'influence de cette société obscure et les menaces murmurées que Pembroke avait reçues avant sa mort. Holmes poursuivit. La note codée dissimulée dans les fragments du vase fut notre première piste concrète. J'ai délibérément conçu le code pour qu'il paraisse incomplet, incitant le coupable à agir prématurément. La note contenait une série de chiffres et de symboles qui, comparés aux fissures du vase lui-même, révélaient un message caché. Il se pencha et tapota le parchemin. Ce message était une carte, les coordonnées d'un coffre-fort dissimulé sous le domaine de Pembroke, où des trésors volés d'une immense valeur culturelle avaient été cachés. Mais, a ajouté Holmes, le code contenait également une subtile diversion, une fausse piste destinée à tromper quiconque tenterait de le déchiffrer sans la bonne clé. Je fronçai les sourcils. Vous voulez dire que les suspects initiaux comme Smith et Alcott ont été manipulés et ont suivi de fausses pistes? Exactement, Watson. Cette société est un exemple parfait de tromperie et de subterfuge. Chaque étape de leur plan vise à semer la confusion et à contrôler les esprits. L'attaque contre Smith visait à faire taire un élément indéterminé, et la disparition orchestrée d'Alcott a détourné l'attention. Pourtant, la véritable intrigue du cerveau est révélée par un détail ignoré par Scotland Yard. Holmes prit un petit morceau de papier sans prétention. Observez ceci, c'était un fragment des plans architecturaux du domaine, apparemment anodin. Pourtant, en y regardant de plus près, j'ai remarqué une légère trace de crayon près de l'escalier de la cave, un symbole correspondant à un autre, légèrement gravé dans la porcelaine. Holmes eut un léger sourire. Cette marque était la clé. Pendant que tout le monde fouillait les jardins et les salons, le coupable empruntait le passage secret sous la cave pour se déplacer sans être vu. Il marqua une pause, puis dit doucement « Le meurtrier n'était pas étranger au secret du domaine. » Je jetai un coup d'œil à Holmes perplexe. Mais qui donc? Alcott semblait complice, mais ses aveux suggéraient davantage de la peur que de la malveillance. Le regard de Holmes devint froid. Alcott était un pion, manipulé par le véritable méchant, quelqu'un qui se tenait près de Pembroke, peut-être même sous couvert d'amitié. J'ai pensé à Sir Reginald Fenwick, le plus proche confident et administrateur de Pembroke, qui avait semblé si calme tout au long de notre enquête. Holmes poursuivit. Fenwick avait à la fois un mobile et une opportunité. Ses affaires financières étaient étroitement liées à celles de Pembroke, et leur récent désaccord concernant les trésors de la société lui donnait de nombreuses raisons de désespérer. Holmes expliqua ensuite comment Fenwick avait falsifié une série de documents impliquant d'autres personnes, introduisant de fausses preuves pour tromper Lestrade et Smith. L'attentat contre Smith était un calcul pour éviter toute dénonciation, et la disparition d'Alcott une ruse pour brouiller les pistes de Fenwick. Ce qui a véritablement trahi Fenwick, a déclaré Holmes, c'est son ignorance des subtilités du chiffrement. Il a tenté de reproduire le code en utilisant la cryptographie conventionnelle, ignorant que le véritable chiffrement nécessitait une compréhension de l'art de la porcelaine, la façon dont les imperfections de la glaçure correspondaient à la carte. Holmes se leva et s'approcha de la cheminée, allumant sa pipe. La porcelaine était une énigme vivante que seul Pembroke et quelques personnes de confiance pouvaient déchiffrer.
L'incapacité de Fenwick à comprendre cela l'a conduit à commettre des erreurs, comme celle de manipuler à la va-vite les fragments du vase. La scène d'hier soir, la présence de Fenwick près du vase pendant que la note était découverte, était sa tentative de récupérer le message et de le détruire. Lestrade, qui était entré discrètement, hocha la tête d'un air sombre. « Nous avons obtenu un mandat. Fenwick sera interrogé en détail. » Holmes se tourna vers moi avec une douceur rare. « Watson, la plus grande leçon ici est que la connaissance sans compréhension ne protège pas de la vérité. Fenwick a cherché à s'approprier des secrets qu'il ne comprenait pas, et a ainsi tout perdu. » J'ai enregistré les mots de Holmes, ressentant une fois de plus le poids de sa profonde perspicacité. Plus tard, lors de l'arrestation, Eleanor Gray exprima un soulagement teinté de tristesse. L'héritage de Pembroke a été terni, mais au moins la vérité est désormais connue. Holmes regarda par la fenêtre la silhouette londonienne, où le soleil se levait maintenant au-dessus des toits embués. « La société demeure, » murmura-t-il. « Son influence ne disparaîtra pas avec la chute de Fenwick, mais ce soir, justice a été rendue. » En fermant mon carnet, je repensais au labyrinthe de tromperies que nous avions traversé. C'était à la preuve de l'intelligence inégalée de Holmes qu'il ait pu décortiquer une énigme aussi complexe et révéler les ténèbres à la lumière. Les événements qui suivirent l'arrestation de Fenwick furent aussi silencieux que le brouillard londonien qui s'installait sur Baker Street ce soir-là. Les rues, encore luisantes d'une brève pluie matinale, reflétaient la morosité ambiante. Holmes et moi retournâmes dans nos chambres, le poids de l'affaire s'allégeant peu à peu, mais laissant derrière nous un léger souvenir. Tandis que Lestrade et ses hommes escortaient Fenwick, le sang-froid de l'administrateur finit par céder, révélant un homme hanté par sa propre cupidité et ses erreurs de calcul. Ce n'était pas la rage violente à laquelle je m'attendais, mais une résignation silencieuse qui trahissait un monde brisé. Au cours des jours suivants, la presse s'empara de l'affaire avec un appétit dévorant. Pourtant, au milieu des rumeurs, mes pensées revenaient sans cesse aux subtilités de l'affaire. La frontière était ténue entre la connaissance et la folie, entre la vérité et l'illusion. Un après-midi, je trouvai Holmes assis dans son fauteuil familier, son violon posé à côté de lui, un rare moment de calme l'enveloppant. Je pris place face à lui, la curiosité me poussant à sonder le fond de ses pensées. « Vous semblez pensif, Holmes, » ai-je remarqué. « Cette affaire vous préoccupe-t-elle d'une manière ou d'une autre ?» Holmes esquissa un léger sourire, ses yeux perçants étincelant de ce mélange familier d'arrogance et de chaleur. « Au contraire, Watson, ce sont les complexités de la nature humaine qui me laissent toujours perplexe. L'échec de Fenwick ne résidait pas seulement dans sa cupidité, mais dans sa sous-estimation de l'esprit humain et des énigmes qu'il peut engendrer. » J'ai hoché lentement la tête. « Vous avez mentionné hier que l'influence de la société persistait. Pensez-vous que nous ayons vu la fin de leur machination ?» Holmes secoua la tête. « Non, je crains que la société secrète ne soit qu'une hydre, Watson. Coupez une tête, et deux autres la remplaceront. Leurs racines plongent profondément dans l'élite londonienne, et leurs motivations vont au-delà de la simple chasse au trésor. » Son regard se porta vers la fenêtre, où des enfants jouaient dans la rue en contrebas, inconscients des ombres qui hantent les couloirs du pouvoir. Le code de porcelaine n'était qu'un fil d'une tapisserie plus vaste, exigeant vigilance et subtilité. J'ai été une fois de plus émerveillé par la prescience de Holmes. Si j'admirais souvent sa capacité à résoudre des énigmes, c'est dans des moments comme celui-ci que se révélait la véritable profondeur de sa compréhension. Notre conversation fut interrompue par l'arrivée de Madame Hudson, qui annonça « une visite ». À ma grande surprise, Eleanor Gray entra dans la pièce, l'air posé mais marqué par les épreuves qu'elle avait endurées. « Monsieur Holmes, Dr. Watson », commença-t-elle d'une voix ferme, « je voulais vous exprimer ma plus profonde gratitude pour vos efforts visant à découvrir la vérité. » Holmes inclina la tête.
Mademoiselle Gray, c'est votre perspicacité et votre courage qui ont éclairé une grande partie du chemin que nous avons parcouru. Elle sourit faiblement, avec une pointe de tristesse. L'héritage de Pembroke est complexe, mais je suis déterminé à restaurer ce qui reste d'honneur. Je l'observais attentivement. Il y avait en elle une résilience qui trahissait la vulnérabilité que j'avais d'abord perçue, un témoignage de la capacité humaine à se renouveler, même au cœur de la tragédie. Alors qu'Éléonore parlait de ses plans pour protéger les artefacts restants et rompre les liens avec la société secrète, Holmes se pencha en avant avec un vif intérêt. « Soyez prudente, mademoiselle Gray. De telles sociétés ne renoncent pas volontairement au pouvoir. » Son regard croisa le sien avec une détermination inébranlable. Je suis prête à affronter toute éventualité. Après son départ, Holmes et moi avons repris notre réflexion silencieuse. L'affaire était close, mais les échos persistaient, des questions sans réponse, des ombres non projetées. Ce soir-là, tandis que les réverbères à gaz vacillaient le long de Baker Street, Holmes me confia une dernière observation. Le véritable mystère, Watson, réside dans la nature, même de la tromperie. C'est un jeu qui se joue non seulement avec les faits, mais aussi avec le cœur humain. Fenwick a cherché à manipuler les autres par des mensonges, mais ce faisant, il a trahi sa propre nature. Il marqua une pause, puis ajouta « Et pourtant, je ne peux m'empêcher de me demander combien de ces énigmes restent cachées sous la surface de cette ville, attendant l'œil averti. » J'ai souri, ressentant à nouveau le frisson de la chasse, la danse sans fin entre la lumière et l'ombre. « Alors nous resterons vigilants, Holmes, dis-je. Tant que le mystère subsistera, votre génie sera indispensable. » Holmes hocha la tête, une rare lueur de chaleur dans le regard. « En effet, Watson, et tant que vous serez à mes côtés, je ne serai jamais seul dans cette entreprise. » La nuit s'épaississait, et avec elle, la promesse de nouveaux cas à venir. Mais pour l'instant, nous nous accordions un bref répit, les échos du chiffre, de porcelaine et de la chute de Fenwick, s'installant dans les recoins silencieux de nos souvenirs. L'aube se leva doucement sur Londres, projetant une pâle lumière dorée sur les rues tranquilles de Baker Street. La ville s'agitait lentement, comme si elle se remettait encore du voile d'intrigue qui l'avait enveloppée ces dernières semaines. Dans les murs familiers de notre logement, Holmes était assis près de la fenêtre, la lumière matinale illuminant son profil pensif. Je l'ai trouvé là en entrant, savourant une tasse de thé avec cette sérénité rare qui suit la résolution d'une affaire particulièrement éprouvante. Son regard, bien que distant, gardait son éclat habituel. Une intelligence inquiète, perpétuellement en quête de la prochaine énigme. « Bonjour, Holmes », le saluai-je. « Enfin, un moment de paix ?» Il sourit faiblement, l'ombre d'un humour sarcastique vacillant dans son regard. « La paix, Watson, est une denrée des plus éphémères dans notre profession. Dès qu'un mystère est dissipé, un autre surgit de l'ombre, attendant d'être dévoilé. » Je m'assis à côté d'eux, lui méditant sur les vérités cachées sous ces mots. Et pourtant, c'est votre génie qui nous donne l'espoir d'affronter ces ténèbres. Holmes ricana doucement, d'un rire empreint de modestie. Un génie, dites-vous? Je ne suis qu'un humble étudiant de la nature humaine et des lois de la déduction. Il n'y a pas de magie, seulement une méthode. Sa voix s'adoucit, tandis qu'il continuait. Le code gravé dans la porcelaine nous rappelait à quel point les énigmes les plus élaborées sont souvent tissées à partir des fils les plus simples. Un regard insouciant, un geste oublié, une marque négligée. J'ai hoché la tête, me rappelant les détails minutieux qui avaient guidé notre chemin. L'éclat de porcelaine avec son chiffre subtil, le désespoir soigneusement masqué de Fenwick et la main invisible de la société secrète qui se cachait sous la surface. Pourtant, Holmes, ai-je osé, ne trouvez-vous pas troublant à quel point la nature humaine reste un mystère, même pour vous? Son regard croisa le mien avec une intensité à la fois stimulante et inspirante. Troublant? Peut-être, mais aussi profondément fascinant. Tout savoir,
Ce serait perdre le frisson de la découverte. L'inconnu est le carburant de l'esprit. Nous sommes restés assis dans un silence convivial pendant un moment, l'air chargé de pensées non exprimées. Puis Holmes se tourna vers moi avec cette lueur familière de détermination. « Watson, nous avons eu le privilège d'entrevoir les rouages cachés de la tromperie et de l'ambition, mais notre devoir est de rester vigilant, d'écouter les murmures sous les clameurs et de chercher la vérité là où d'autres ne voient que des ombres. » J'ai ressenti une vague d'admiration pour cet homme dont l'esprit était un labyrinthe de perspicacité et de raison. « La ville dort, Holmes, » dis-je doucement, « mais ses secrets ne reposent jamais. » En effet, Watson, et tant que le jeu continue, nous continuerons. La matinée s'écoulait doucement, mais je sentais déjà les roues du destin tourner, tissant les fils de nouveau, mystères à venir. Notre répit n'était qu'une pause, un souffle pris avant le plongeon dans l'inconnu. Plus tard dans la journée, alors que j'écrivais le récit de notre dernière aventure, j'ai réfléchi à la myriade de visages que nous avions rencontrés. Le rusé Fenwick, la résolue Eleanor Gray, le fatigué Lestrade et l'influence silencieuse de la société secrète. Chacun était une pièce du grand puzzle, un témoignage de la complexité des motivations humaines et de la danse délicate du pouvoir et du secret. Et Holmes, toujours. L'énigme est resté au centre, son intellect étant un phare dans les eaux troubles de la tromperie. En fermant mon carnet, j'ai ressenti une certitude tranquille. Dans le labyrinthe des mystères de Londres, il y aura toujours une place pour l'œil vif, l'esprit vif et le cœur inébranlable. Car tant qu'il y a des ténèbres, il doit y avoir de la lumière pour les percer. Et ainsi, nous attendons le prochain appel à l'aventure, prêts à chasser la vérité à travers le brouillard et les pavés, toujours prêts à décoder les énigmes gravées de manière invisible sur le tissu de cette ville.